Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, toujours avec mon trou. C'est bizarre de dire ça. Après plus de 4 mois d'attente. Ouais, je sais, c'est long. Non bah ça va pas le faire si elle est brute de... Non, le portable, fut. Même on va pas te mettre en vibreur, on va te mettre en muet carrément. Ouais. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler des personnes les plus chanceuses de la planète. Enfin certaines en tout cas. Ouais, parce que je me suis dit que parler de personnes chanceuses en ce moment ça pouvait faire du bien au moral. Vu que c'est un peu la dèche, on va pas se mentir. Française, français. Donc du coup c'est parti. Donc Steve a été élevé dans une famille adoptive et a finalement décidé de rechercher sa maman biologique en grandissant. Bon, après quelques mois d'enquête, Steve il s'est aperçu d'un truc déjà qui fonctionnait pas très bien, c'est que il s'était trompé sur l'orthographe de son nom. Bon, après quelques recherches, il a résolu le problème. Et du coup, après avoir recherché pendant un bon moment et n'ayant pas trouvé de réponse à ses questions, il décide d'en parler à son patron. Et donc le patron de Steve, lui, il possède une chaîne de magasins. Et en écoutant l'histoire de Steve, il reconnaît le nom de famille. Du coup, il fait quelques petites recherches, et devinez quoi? Le patron de Steve a réussi à retrouver sa mère dans un autre magasin de la même chaîne dans lequel il bossait. C'est fou quand même. Comme quoi il faut rien lâcher, parce que vous avez vu toutes les péripéties qu'il a eu. Déjà premièrement, il se gourre sur l'orthographe de son nom de famille. Ça part pas très bien déjà. Deuxièmement, il fait chou blanc, donc du coup il décide d'en parler à son patron. Et alors là, troisièmement, c'est la cerise sur le gâteau, son patron reconnaît le nom de famille de sa mère, donc voilà, et retrouve sa mère qui travaille dans le même magasin que lui. C'est fou quand même, comme le monde est petit. Bon allez, on passe à la personne suivante. Donc Virginia Fike. Virginia Fike, il faut savoir quelque chose, c'est qu'elle adore jouer au loto. Mais petite information importante, c'est que Virginia joue à chaque fois les mêmes numéros, qui sont à savoir la date de mariage et l'âge respectif de ses parents à l'époque où ils s'étaient mariés. Ah ouais non, elle s'y tient à ces numéros, elle veut pas les lâcher. Mais ce coup-ci, ce qui change par rapport aux autres fois, c'est que Virginia, sans le faire exprès, a joué 2 fois les mêmes numéros. 2 fois, c'est important. Parce que du coup, vous allez me dire, mais en quoi ça change quelque chose qu'elle ait joué 2 fois les mêmes numéros? Vous allez comprendre. En fait, Virginia, elle a joué à un loto qui fonctionne sur le principe de tirage au sort, comme d'habitude. C'est-à-dire, si jamais vous trouviez les 6 bons numéros, vous gagnez le gros lot, qui était de 80 millions de dollars. Mais par contre, comme c'est le cas de Virginia, si vous n'avez trouvé que 5 numéros, vous gagnez quand même un lot d'une valeur de 1 million d'euros. Dollars, pardon. Et ça par combinaison gagnante. Et vu qu'elle a fait 2 fois le même ticket, et que les deux, ils étaient gagnants, bah du coup elle a gagné 2 millions de dollars. Donc voilà, vous savez quoi faire pour gagner au loto, donc il faut toujours jouer les mêmes numéros. Après c'est peut-être pas sûr que vous gagnez tout de suite, hein. Donc du coup dites-moi en commentaire, vous êtes quoi? Plus team je joue toujours les mêmes numéros, ou la team je joue des numéros différents à chaque fois? Moi perso je suis pour les numéros différents à chaque fois. Allez, personne suivante. Donc ce coup-ci, c'est l'histoire de Harrison Okene. Donc Harrison Okene qui travaillait comme cuisinier dans un remorqueur. Malheureusement, ce remorqueur dans lequel il travaillait, il a coulé, donc au large du Nigeria, en tuant malheureusement 11 membres d'équipage. Mais pas Harrison, qui lui était dans sa salle de bain lors du naufrage. Et n'a pas eu la chance malheureusement de pouvoir sortir. Mais par miracle, il a réussi à survivre grâce à une bulle d'air qui s'était formée dans la pièce où il était. Et donc, 3 jours après le naufrage, il y a un plongeur qui est venu, donc pour récupérer les corps des personnes mortes, ne sachant absolument pas que Harrison était toujours en vie. Donc je vous raconte pas la surprise du plongeur quand il a dû voir quelqu'un de vivant au milieu de tous ces cadavres. À savoir aussi que le bateau était à 30 mètres de profondeur, donc le mec se doutait absolument pas qu'il y ait un survivant à l'intérieur quoi. Excusez-moi, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de regarder dans le retour caméra que j'ai quand même un setup bien éclaté quand même, parce que vous voyez que ici et ici, j'ai carrément de la tapisserie qui est plus sur le mur. C'est cool. Mouah. Du toute beauté comme on dit, hein. Au montage tu garderas pas ça, hein. Ouais, je me parle à moi-même parce que c'est moi qui fais le montage après. Non, je voulais faire une blague, mais non, c'est nul. Non, c'est nul. Personne suivante. Donc Recha travaillait comme couturière, donc dans une usine qui était à l'intérieur d'un bâtiment qui s'appelait le Rana Plaza. Grand immeuble, tout beau, tout neuf. Et super solide. Enfin, du moins, c'est ce que disait le propriétaire du bâtiment. Parce qu'en réalité, l'immeuble partait en miettes. Il y avait des fissures extrêmement profondes et extrêmement grandes qui apparaissaient sur les piliers à l'intérieur du bâtiment, sur les murs. Les employés avaient prévenu leur patron qu'ils entendaient des craquements, le patron qui est allé se plaindre au propriétaire du bâtiment. Mais vous vous doutez bien que du coup, ce qu'a répondu le propriétaire, c'était non, rassurez-vous, tout va bien, mon bâtiment pourra tenir plus de 100 ans debout sans entretien. Tout à fait, oui. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. L'immeuble s'est effondré, causant la mort de plus de 1100 personnes. Mais pas celle de Reshma. Malheureusement, Reshma est restée coincée sous les décombres. Elle est restée coincée un très long moment, pendant 17 jours.
Mais par chance, pendant ces 17 jours, elle a réussi à trouver le nécessaire pour survivre, c'est-à-dire de l'eau et de la nourriture. Au début, elle a été coincée avec une bouteille d'eau qui lui a permis de survivre quelques jours. Bien sûr, la quantité d'eau qu'il y avait dans la bouteille n'était pas suffisante pour les 17 jours. Elle a dû en trouver plus tard. C'était de l'eau ruisselante à terre, pas très propre, mais Reshma, elle avait pas le choix et elle s'est dit soit je bois ça, même si c'est dégueulasse, soit je meurs. Je pense que vous comme moi, on aurait tous fait le même choix, on aurait bu de l'eau dégueulasse. Et pour la nourriture du coup, elle a eu beaucoup de chance de trouver des petits paquets de crackers qu'elle avait à côté d'elle et qu'elle a pu rationner pour pouvoir survivre du coup le maximum de temps. Donc elle se doutait absolument pas qu'elle allait rester 17 jours. D'ailleurs les secouristes, une fois qu'ils ont réussi à sortir Reshma, ils ont dit que le fait qu'elle ne sache pas quel jour ou combien de temps il s'était passé entre le moment de l'effondrement du bâtiment et le moment où elle en est sortie, elle avait aucun moyen de savoir combien de temps il s'était passé. Et c'est une des choses qui ont permis sa survie. Parce que le fait de pas savoir, ça lui permettait de garder espoir tout le long de son séjour sous les décombres. Mais quand même, je suis en train de réfléchir à la force psychologique qu'il faut avoir pour pouvoir trouver le moyen de survivre et de pas se laisser mourir, quoi. Parce que des fois, c'est ce qui arrive, il y a des gens qui ont pas eu la force mentale qu'a eu Reshma, et du coup, ils se laissent mourir. Par contre, elle, Reshma, c'est une surhumaine, parce que franchement, survivre 17 jours avec très peu d'eau et très peu de nourriture, c'est un truc de fou. Bon, on passe à la personne suivante. Martijn de Jorg. Enfin, j'espère que ça se prononce comme ça parce que c'est de l'allemand et j'ai pas fait allemand LV2, donc je suis pas bon du tout au niveau prononciation. Je m'excuse d'avance si c'est pas bon, si j'ai démoli le nom. Donc, ce monsieur est un coureur cycliste professionnel. Allemand, je le répète. Achtung! Donc Martijn a dû prendre l'avion d'une compagnie aérienne malaisienne pour se rendre à une compétition. Sauf que, au dernier moment, il a décidé d'annuler ce billet. Une chance pour lui, parce que ce vol-là, vous avez certainement dû en entendre parler aux informations, c'était le vol MH370. Et durant ce vol, l'avion a été porté disparu, donc le 8 mars 2014. Si je dis pas de bêtises, à ce jour-là, on a toujours pas énormément d'informations sur les causes de la disparition de l'avion. Donc pour vous dire à quel point c'est chelou déjà. Mais c'est pas tout! Quelques mois plus tard, ce cher Martijn avait encore réservé des billets d'avion, qu'il a encore une fois annulé au dernier moment, toujours avec la même compagnie d'avion. Et devinez quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, l'avion s'est encore crashé. Ce coup-ci, il a été abattu par un missile. Encore une fois, c'est une histoire que vous avez certainement entendue aux informations, donc c'était le vol MH17. Voilà, je vous laisserai chercher sur internet pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Si vous voulez avoir plus d'informations, bien sûr, je vous force à rien. Donc voilà, encore une personne qui a eu énormément de chance, mais pas une fois, 2 fois. Vous allez voir, c'est pas fini. Ouh non. Personne suivante. Alors là, accrochez-vous, parce que la liste de ces mésaventures chanceuses, on va dire, est assez longue. Donc, Frein Selak, né en Croatie en 1929, déjoue déjà la mort dès sa naissance. C'est-à-dire que ce cher monsieur est né au bout de 7 mois de gestation, ce qui aux yeux de la médecine est considéré comme étant un très grand prématuré. Ah oui, il commence très jeune le monsieur déjà. Donc après, en 1952, donc à l'âge de 23 ans, il voyage à bord d'un car qui, à cause d'un problème mécanique, percute la lisière de sécurité et tombe dans la rivière qui était en contrebas. Ce coup-ci, il s'en sort qu'avec des blessures superficielles, quelques petites égratignures, des bleus, etc. Rien de grave. 10 ans plus tard, oui, je vous avais prévenu, la liste est longue, il prend un train qui, encore une fois, à cause de problèmes mécaniques, déraille et tombe encore une fois dans un cours d'eau qui était à quelques mètres. Vous allez voir, il y a un petit schéma répétitif qui va se mettre en place. Donc encore une fois, il s'en sort avec des blessures superficielles, comme d'habitude, des petites égratignures, des petits bleus, rien de grave. Mais cette fois-ci, le cours d'eau est un peu plus profond, donc du coup le train sombre. Frein est bloqué avec un autre passager à l'intérieur de ce wagon, les portes refusent de s'ouvrir, sauf qu'au dernier moment, le passager qui était bloqué avec Frein réussit à ouvrir la porte. Et ils arrivent à s'en sortir tous les deux de justesse. L'année suivante, donc là ça s'accélère un petit peu, cette fois-ci c'est dans un avion qu'il frôle la mort. Pendant son voyage, encore une fois à cause d'un problème technique, un des moteurs s'arrête et du coup l'avion pique du nez, carrément. Non, l'avion va pas se poser gentiment, il va carrément s'écraser en piqué, comme ça. Super effets spéciaux. Et donc, contre toute attente des secouristes, qui s'attendaient à ne trouver aucun survivant, ils en trouvent 2. Et Frein est l'un d'eux, évidemment. Bon, et là, je vais passer un petit peu rapidement parce que, comme je vous ai dit, la liste est longue. En 66, donc 3 ans plus tard, il a encore un accident de car. En 70, il a 2 accidents de voiture. Dans le premier, la voiture a eu un petit problème technique et s'est enflammée et Frein a réussi à sortir in extremis de sa voiture. Le deuxième est un peu plus banal, il a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé sur le bas-côté. Et du coup, on arrive sur son dernier accident, en 1995, où ce coup-ci, il a failli se faire renverser par un camion de l'ONU. Carrément. Donc comme je vous l'ai dit, ce dernier accident a clôturé ses mésaventures pour laisser place à un sacré coup de bol, qui à mon avis est bien mérité quand même. C'est-à-dire qu'après avoir joué à la loterie nationale, il devient millionnaire.
Sacré vénard quand même. Personne suivante. Donc ce coup-ci, c'est un événement qui s'est passé il y a pas très longtemps. C'était quand d'ailleurs? Ouais, donc dimanche dernier quoi. Tout dépend quand est-ce qu'elle va sortir la vidéo. Bon, le dimanche 29 novembre. C'est mieux comme ça. Je sais pas si l'hélicoptère aura suivi à cet endroit. Non, on n'aura pas la scène concernant Romain Grosjean. Oh oui, si c'est, on l'a là, il est revenu Romain Grosjean. Oh, mais elle s'est coupée en deux la voiture. Après le crash, donc il est resté quasiment 28 secondes dans le feu. J'espère que les combinaisons, elles sont vraiment efficaces. Bon après, je pense que c'est inifugé. Mais bon là, quand même, 28 secondes, c'est gros quoi. Donc du coup, bah, il a quand même des blessures, donc des brûlures. Apparemment quelques brûlures aux mains et au dos. Mais il a eu beaucoup de chance. Premièrement, de pas s'être fait découper avec la voiture. Et deuxièmement, de pas avoir rôti comme un steak dans un barbecue. Voilà. Comme quoi, il faut pas oublier que la Formule 1, c'est dangereux. Il y a beaucoup moins d'accidents maintenant parce que bah du coup, la technologie fait que il y a moins de risques, mais il y en a toujours. Bon, personne suivante. Alors attention, là on commence à rentrer dans le haut du panier. Je vous ai mis les deux derniers, et les deux derniers ils sont costauds de chez costaud. Donc Vesna Vulovic. Donc Vesna Vulovic était une hôtesse de l'air serbe qui a survécu en 1972 à une chute de plus de 10 160 mètres. Ouais, elle a survécu à une chute de plus de 10 000 mètres. 10 km. C'est énorme. Comme ma Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que à l'intérieur de l'avion, il y avait un terroriste croate qui a fait exploser une bombe. La bombe qui a désintégré l'avion en plein vol, donc à plus de 10 000 mètres. Et l'hôtesse, donc Vesna, est restée bloquée à l'intérieur du fuselage de l'avion et a fait donc cette fameuse chute de plus de 10 km. Alors on sait pas exactement les raisons qui ont fait qu'elle est encore en vie après cette chute. Mais les hypothèses sont que le fait qu'elle soit restée bloquée dans le fuselage, donc le fuselage qui l'aurait protégée un petit peu, plus le fait qu'elle ait atterri sur de la neige. Bon après je connais pas l'épaisseur de neige sur laquelle elle est tombée, mais quand même si c'était 10 mètres de neige, admettons, c'est complètement hypothétique ce que je dis, vous imaginez quand même une chute de 10 000 mètres. 10 mètres de neige, c'est que dalle, c'est rien du tout. Mais attention, elle s'en est pas sortie juste avec quelques égratignures. Non, elle a quand même les deux jambes cassées, le crâne et plusieurs vertèbres fracturées, et le bassin complètement broyé. Ça va pour vous? Bah, c'est quand même fou quoi. Bon, même si elle s'en sort avec énormément de blessures et certainement des séquelles qu'elle a dû garder toute sa vie après, la nana a survécu à une chute de 10 000 mètres. D'ailleurs, par rapport à ça, elle a quand même eu sa place dans le Guinness Book des records pour être la femme qui ait fait la plus haute chute libre sans parachute et avoir survécu à cette chute-là. Il y a quand même des catégories assez cheloues dans le Guinness Book des records quand même. Je vais te tuer toi avec ton klaxon. Et donc du coup, Vesna Vulovic nous a quitté, oui bien sûr, nous a quitté le 23 décembre 2016. Elle a quand même eu une belle vie. Bon, c'est parti, personne suivante. Donc pour moi, c'est quand même le meilleur celui-là. Tsutomu Yamaguchi, à ne pas confondre avec Tamagotchi. Non, je précise, juste comme ça. Hein. Et la seule personne au monde à pouvoir se vanter d'avoir survécu à 2 bombes nucléaires. Donc ce cher monsieur a quand même eu à la base un manque de bol énormissime quand même. Parce que pour avoir survécu à 2 bombes nucléaires, ça veut dire qu'il était sur les lieux à chaque fois. Il faut savoir, pour un petit rappel historique, que les 2 bombes ont explosé à un intervalle de 3 jours. Donc la première à Hiroshima le 6 août 1945, et la deuxième à Nagasaki le 9 août 1945. Donc l'histoire de Tsutomu, c'est qu'il était donc le 6 août 1945 en voyage d'affaires à Hiroshima. Et quand la bombe a explosé, il faut savoir qu'il était qu'à seulement 3 km. Alors, je vais vous montrer un truc. Donc, il y a un site, si jamais il vous prend l'envie de regarder, alors je sais pas pourquoi. Moi, des fois, ça me plaît bien, juste pour voir un petit peu la force destructrice. J'arrive pas à le dire. La force destructrice d'une bombe atomique. Ouais, je suis un peu chelou. Et donc pour voir ça, il y a un site qui s'appelle NukeMap. Vous tapez ça sur Google et vous trouverez. Donc je vous montre. Donc voilà, quand vous êtes sur NukeMap, donc du coup vous pouvez choisir le lieu de l'explosion. Pour moi j'ai entré Hiroshima, normal, pour vous montrer. Et après vous pouvez entrer le rendement de l'explosion, donc la puissance de l'explosion. Donc à savoir, donc bombe d'Hiroshima, alias Little Boy. Voilà, et après vous appuyez sur le petit bouton exploser et ça vous montre les dégâts. Donc la boule de feu qui avait un rayon de 180 mètres, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien de vivant, tout est littéralement atomisé. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une bombe atomique. Dans le rayon rouge, donc c'est le rayon des dommages causés par l'explosion lourde. Durant l'explosion, ça crée une surpression, ça fait comme un mur, si vous voulez, une onde de choc, qui est tellement puissante que ça rase tout. Et ça rase tout sur un rayon de 340 mètres. Après, donc la zone verte,
c'est la zone de rayonnement, où vous prenez 500 REM. Les REM, c'est l'unité dans laquelle on mesure les radiations que vous prenez. Juste pour titre de comparaison, quand vous faites une radio, vous prenez 1 REM. Là, vous prenez 500 fois plus. Donc, c'est une dose mortelle. Tout ça sur un rayon de 1,2 km, c'est énorme. Donc là, c'est la zone qui nous intéresse parce que c'est la zone où se trouvait Tsutomu. Donc déjà, rien qu'en soi, il a eu un peu de bol parce qu'il aurait pu se trouver au milieu de la bombe. C'est quand même trouvé dans la zone la plus calme, on va dire. Parce que faut pas oublier que du coup, la zone d'après, c'est la zone de rayonnement thermique où toutes les personnes qui se trouvaient dedans, donc lui, ont quasiment tous des brûlures au 3e degré. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il est parti à l'hôpital pour des brûlures et un petit problème de vision aussi, mais rien de grave. Au bout du 3e jour, il va mieux. Il sort de l'hôpital et décide de rentrer chez lui, à Nagasaki. Et ouais, le lieu de la 2e explosion nucléaire. Ah, je vous l'ai dit, hein, il a pas de bol. Mais vu que c'est un gros vénard, il survit aussi à celle-là. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on va certainement se retrouver soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le petit pouce bleu et à activer la cloche, c'est important, comme ça au moins vous aurez toutes les nouvelles vidéos. Bon là aussi je vous apprends rien. N'oubliez pas aussi de faire un petit tour sur mon Insta, il arrive en haut, voilà. On sait jamais au cas où que je fasse un petit sondage, encore une fois, ou même pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que je les annonce dessus. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!